BBC Afrique. Mamadou Diambari. Il est 7h, temps universel, BBC Matin. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité, la Guinée, les militaires poursuivent les concertations 11 jours après le coup d'État qui a renversé Alpha Condé. Les partis politiques sont invités à transmettre leur mémo à la junte en vue de mettre en place des organes de la transition. Les femmes n'entendent pas rester en marche. L'appel est clair, on lance un appel en disant les femmes doivent participer pleinement aux mécanismes et aux processus en cours de cette transition. En République démocratique du Congo, la justice accorde une liberté provisoire à l'ancien ministre de la Santé, Eteni Longondo, est accusé des détournements de fonds destinés à la riposte contre le Covid-19. Le festival Miaraka bat son plein à Antananarivo, Madagascar. L'événement culturel rassemble sur scène artistes en situation de handicap et artistes valides de plusieurs pays. Vous entendrez la chorégraphe Lovatian Rakotobe, initiatrice du festival. Vivez l'actualité sur BBC Afrique. Bonjour à tous et bienvenue en Guinée, deuxième journée de concertation entre le CNRD et les différentes couches de la population pour la mise en place des organes chargés de diriger. En attendant la formation d'un gouvernement et la mise en place de toutes les institutions, les femmes guinéennes demandent leur pleine implication dans le processus. Écoutez Mariam Tendou Camara, membre fondatrice du groupe de réflexion et d'influence des femmes de Guinée sur les attentes des femmes guinéennes. L'appel est clair, on lance un appel en disant les femmes doivent participer pleinement aux mécanismes et aux processus en cours de cette transition. Il y a des concertations et des consultations qui sont en train d'être menées. Il y a un nombre de commissions qui sont mises en place. Il faudrait que le leadership de la femme guinéenne, qui est non négligeable, nous avons fait référence à Jeanne Martin Cissé, qui est la première femme au monde à avoir présidé le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet appel que nous lançons n'est pas juste un appel parce que nous sommes des féministes et nous sommes des militantes pour les droits des femmes et l'agenda féminin. C'est parce que le système des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, recommande à travers sa résolution 1325 en 2000 et en 2019, la résolution 2493, l'importance de la participation des femmes au processus de paix, de sécurité, lorsqu'il y a des crises, des conflits ou des transitions politiques et militaires. Mariam Tendou Camara, membre fondatrice du groupe de réflexion et d'influence des femmes de Guinée. Au Niger, le diplôme du bac est désormais exigé aux candidats au concours d'entrée dans les écoles normales. Les syndicats saluent la mesure, mais disent craindre qu'elle entraîne un déficit d'enseignants puisque les titulaires du baccalauréat ne voudront pas enseigner dans les cours primaires. Les précisions de Mariam Soumana à Niamey. Les autorités nigériennes veulent à travers cette initiative redorer le blason de l'enseignement primaire dont la qualité laisse à désirer. Cette décision vient s'ajouter à l'évaluation et la formation des enseignants du cycle primaire. Mamoudou Joubo, ministre de l'Enseignement supérieur, reste ferme sur la décision. Tous les parents d'élèves, qu'ils aient été à l'école ou pas, qui s'investissent afin d'encourager les enfants à aller plus loin. De toutes les façons, nous n'avons plus le choix. Désormais, en tout cas après cette année, on n'ira plus à l'école normale avec le BEPC. Puisque ceux qui y vont avec le BEPC ne comprennent même pas français. Quel genre de cas d'enfant. Et ces écoles privées qui forment au niveau moyen, avec le BEPC, souvent même ça le BEPC, on va l'arrêter. Le bac sera désormais le premier diplôme pour l'accès à toute formation. Le syndicat national des enseignants contractuels et fonctionnaires de base SINASEB ne nie pas le bien fondé d'une telle initiative, mais craint un manque d'engouement pour la profession. Halidou Moukaila, secrétaire général du SINASEB. Cela pourrait être une très bonne chose puisque ça rentre dans le cadre de la recherche de la qualité de l'éducation. Il serait difficile, en tout cas pour le président de la République, de pouvoir accomplir ce vœu-là, de voir aujourd'hui des jeunes bacheliers aller en tout cas s'inscrire dans les écoles normales d'instituteurs. Parce qu'aujourd'hui, les conditions de motivation ne sont pas créées. L'enseignant est dénigré, l'enseignant est laissé à lui-même. L'enseignant est l'agent de la fonction publique le mal payé aujourd'hui. Donc cela ne donne pas envie aujourd'hui aux jeunes bacheliers d'aller s'inscrire dans ces écoles normales d'instituteurs lorsqu'ils voient les conditions dans lesquelles se trouvent aujourd'hui les enseignants qui sont sur le terrain. Cette décision est une promesse de campagne du président de la République Bazoum Mohamed, réitérée dans son discours d'investiture. En 2017, les autorités nigériennes avaient initié une évaluation des enseignants. Après ces tests,
37% ont été jugés compétents pour exercer la profession. Depuis Niamey, Mariama Soumana pour BBC Afrique. L'ancien ministre de la Santé de la RDC, Étienne Longondo, écroué depuis le 27 août pour un présumé détournement de fonds alloués à la lutte contre le Covid-19, est sorti mardi de prison après avoir obtenu sa libération provisoire. Dr Eteni Longondo avait sollicité sa mise en liberté provisoire lors d'une audience tenue le 31 août dernier devant la chambre du conseil du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. En août 2020, l'inspection générale des finances IGF l'avait soupçonné d'avoir détourné plus de 7 millions de dollars destinés à la lutte contre la pandémie de Covid-19, dont la gestion est caractérisée selon elle par l'absence des pièces justificatives probantes des dépenses effectuées. Allié de l'actuel président de la RDC, Félix Tshisekedi, le docteur Eteni Longondo a toujours rejeté l'accusation de détournement de fonds. On ignore pour le moment quand son procès va reprendre. Son prédécesseur, le docteur Oli Ilunga, purge actuellement une peine de 5 ans de prison après avoir été reconnu coupable en mars 2020 de détournement de fonds destinés à la lutte contre l'épidémie d'Ebola, la plus meurtrière en RDC. BBC Afrique, au cœur de l'actualité africaine. José Eduardo dos Santos est de retour en Angola après plus de 2 ans d'exil. L'ancien président angolais, qui s'était exilé à Barcelone en avril 2019, revient dans son pays à quelques mois du congrès du MPLA, le parti au pouvoir, prévu en décembre, et des élections présidentielles de l'année prochaine. Les précisions de Samba Dialempa Badji. Dos Santos a quitté ses fonctions il y a 4 ans après près de 40 années en tant que président du deuxième plus grand producteur de pétrole d'Afrique, faisant de lui l'un des plus anciens dirigeants du continent. Il avait été remplacé par João Lourenço, candidat du mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le parti du président sortant. Mais Lourenço en a surpris plus d'un en prenant rapidement des mesures pour enquêter sur les allégations de corruption durant l'ère Dos Santos, ciblant les enfants de l'ancien dirigeant pour tenter de récupérer des milliards de dollars de revenus siphonnés. Dos Santos n'a pas été lui-même inculpé dans une affaire de corruption. Il revient en Angola alors que le pays reste coincé dans une récession de 5 ans aggravée par la Covid-19. Direction Madagascar, la deuxième édition du festival Miaraka se tient cette semaine dans la capitale Antananarive. Miaraka rassemble sur scène artistes en situation de handicap et artistes valides de plusieurs pays, dont le Japon, la Belgique et la Suisse. Une initiative pour promouvoir la créativité et le talent des personnes vivant avec un handicap. La chorégraphe Lovatian Rakotob est l'initiatrice du dit festival. Un festival qui favorise la collaboration entre personnes en situation de handicap et des personnes valides. Le festival, en fait, favorise plutôt la notion du savoir-vivre ensemble, de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir réaliser des projets ensemble. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif principal du festival. Et quelles sont les particularités de cette édition ? Cette année, il y a plutôt une ouverture, à la fois sur le plan proposition artistique, les disciplines artistiques, aussi la participation des artistes nationaux, parce qu'il y a plusieurs régions qui ont répondu favorable à l'appel, mais aussi au niveau des internationaux, malgré qu'il y a toujours la fermeture des frontières, mais quand même on a pu programmer des vidéos sous forme de projection, donc qu'on programme dans chaque lieu, parce que le festival cette année est itinérant. L'inflation annuelle au Soudan connaît un recul, selon l'agence officielle SUNA qui rapporte l'information. Il s'agit d'une évolution inédite depuis l'installation d'un gouvernement de transition il y a plus de 2 ans à la suite de la chute du président Omar El-Béchir. Alexandrine Holognon. Le taux d'inflation annuel a atteint environ 388% en août contre près de 423 en juillet, rapporte SUNA, citant le Bureau central des statistiques. Cette baisse est due à un ralentissement de la hausse des prix des denrées alimentaires en août, toujours selon l'agence. Après avoir subi pendant des années des sanctions américaines et souffert d'une gestion très critiquée sous le règne d'Omar El-Béchir, renversé en avril 2019 sous la pression populaire, le Soudan est plongé dans une crise économique profonde que le gouvernement de transition a promis de juguler. Sandrine Olognon, merci d'être fidèle au programme de BBC Afrique. À suivre la page des sports.
l'actualité sportive avec Yoro Mangara. Merci et bienvenue. On parle tout d'abord de football avec la Ligue européenne des champions. Entrée en matière réussie du champion en titre, Chelsea a battu le Zénith Saint-Pétersbourg par 1-0. But de Romelu Lukaku. C'est un match du groupe H. Dans ce même groupe, la Juventus de Turin est allée battre les Suédois de Malmö sur leur pelouse par 3-0. Le FC Barcelone, où rien ne va, a été battu sur sa pelouse par le Bayern de Munich par 3-0. 0-0 entre le Dynamo Kiev et Benfica pour le compte du groupe E. Dans le groupe F, les Young Boys de Berne ont battu Manchester United par 2-1, malgré un but de Cristiano Ronaldo qui avait ouvert la marque pour les Mancuniens. Villarreal et l'Atalanta de Bergame ont fait match nul, 2 buts partout. Dans le groupe G, le FC Séville a été tenu en échec par Salzbourg 1-1. Et puis Lille n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 0-0 face à Wolfsburg sur sa pelouse. L'entraîneur lillois Jocelyn Gourvanec est content du contenu mais pas du résultat. Nous l'écoutons à l'issue du coup de sifflet final de cette rencontre. On a répondu présent, je trouve qu'on a été très, très cohérent, très dense défensivement, on leur a quasiment rien donné. Et pourtant c'est une équipe qui se procure beaucoup d'occasions à tous les matchs depuis le début de saison. Donc on a été très bon défensivement et après il nous a juste manqué le petit geste voilà, dans les 20 derniers mètres. Il nous a quand même manqué ça, mais c'est vrai qu'on a retrouvé un LOSC conquérant. L'état d'esprit du LOSC avec une équipe qui se donne, qui met beaucoup d'énergie, qui met de l'intensité. Il fallait ça pour la Ligue des Champions. Suite aujourd'hui de la première journée dans le groupe A, Man City, finaliste il y a quelques mois, reçoit le RB Leipzig. Et puis le club de Bruges, le FC Bruges qui reçoit à la même heure le Paris Saint-Germain. Le PSG est cette année outillé avec la signature de Messi, Wijnaldum et Sergio Ramos. Le PSG outillé pour aller chercher sa première Ligue des Champions. Mais selon Marquinhos, les noms ne suffisent pas en football. Voici donc le capitaine parisien. Avec l'effectif qu'on a, avec le groupe, avec les joueurs qu'on a, les gens ils vont parler encore plus, ils vont se focaliser, surtout les gens ils vont vouloir regarder dans notre match. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir qu'on a des joueurs comme ça avec nous. Tant mieux pour nous, il n'y a pas de pression en plus, je pense qu'il n'y a que de positif. Je ne vais pas venir ici et dire que le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe du monde, l'équipe à battre. Je laisse pour vous et pour les supporters dire ça. Une fois qu'on rentre sur le terrain, il n'y a pas de noms, il n'y a pas de papiers, il n'y a pas de stars. Si tu ne fais pas les choses qu'il faut sur le terrain, tu ne vas pas gagner un match juste avec ton nom. Dans le groupe B, Liverpool reçoit l'AC Milan. Et puis l'Atlético de Madrid fera face au FC Porto toujours à 19h TU. À 16h45 temps universel dans le groupe C, le Beşiktaş Istanbul reçoit le Borussia Dortmund. Sporting fera face à l'Ajax Amsterdam à 19h temps universel. Dans le groupe D, Sheriff Tiraspol accueille le Shakhtar Donetsk à 16h45 TU. Et puis à 19h TU, l'Inter de Milan va recevoir le Real de Madrid. Des nouvelles du roi Pelé, comme prévu. Pelé, la légende brésilienne du football, est sortie hier mardi des soins intensifs après avoir été opéré d'une tumeur au côlon. L'hôpital de Sao Paulo, où il se remet de l'ablation d'une tumeur suspecte au côlon, a indiqué hier mardi que Pelé était sorti des soins intensifs. Le patient Edson Arantes do Nascimento présente une bonne condition clinique et a quitté l'unité de thérapie intensive. Il restera en convalescence dans une chambre, a expliqué l'hôpital Albert Einstein où le roi Pelé a été admis le 31 août dernier. On change de discipline pour parler cette fois-ci de cyclisme. João Almeida a remporté au sprint la première étape du Tour de Luxembourg hier mardi. Le Portugais a devancé Bauke Mollema et Marc Hirschi dans un final très disputé.